Hola a todos, hola a todas. Es un placer estar acá en la edición 35 de la FIL de Guadalajara. Siempre es un placer ser parte de esta gran familia que es tanto la FIL como el Grupo Planeta, que nos convoca a esta conversación el día de hoy, que asumo muy seguramente será de su interés. Con la autora Muriel Barberí vamos a estar hablando sobre su última novela, Una rosa sola, editada por el sello Seix Barral del Grupo Planeta. Así que les agradezco a todas las personas que están viendo este conversatorio, esta charla que vamos a tener. Y sin más preámbulo, pues me gustaría darle la bienvenida a Muriel, eh, de parte de nuestra casa editorial, Seix Barral y el Grupo Planeta, a esta FIL de Guadalajara número 35. Merci beaucoup, José. C'est un plaisir d'être là avec vous, même si c'est à quelques milliers de kilomètres de distance. Vous savez, je suis venue à la FIN de Guadalajara il y a quelques années maintenant. J'en garde un très beau souvenir, le souvenir de belles rencontres avec le public et avec des éditeurs, des éditrices. C'est un très beau souvenir, donc j'espère qu'un jour je pourrai revenir en personne. Claro, esperemos que más pronto que tarde puedas estar acá de vuelta y que el público pueda volver masivamente también a la feria. Pero bueno, es lo que toca en este nuevo mundo extraño, pero estamos contentos de tenerte por acá. Bueno, para hablarle un poco a las personas, a los lectores y las lectoras, y antes de entrar de lleno en tu novela Una rosa sola, que versa sobre esta mujer de 40 años llamada Rose, que que tiene que ir a Kioto porque su padre, que nunca conoció, ha muerto, y su padre, que era un mercader de arte, ha amasado una fortuna que se puede llamar considerable, ha decidido dejarle todo a ella, ¿no? En el trayecto, esta mujer que ha renunciado de cierta forma a la felicidad tendrá que pasearse por los templos budistas de Kioto como una de las condiciones en el testamento de su padre, y cosas van a ir pasando y van a ir cambiando a esta mujer al punto de tal vez replantearse su idea de la felicidad, ¿no? Pero antes de entrar en la novela, quisiera hablar de Japón. Muriel, tú viviste 2 años en Japón. Sin embargo, escribes o estás escribiendo sobre Japón una década después. Eso fue hace 10 años que estuviste por allá. Y me imagino que fue toda una experiencia, pero me parece curiosa la idea de que hasta 10 años después decías escribir sobre esta cultura, sobre este país, que es un protagonista completo también en la novela. No solo son los personajes, el Japón como tal es un protagonista que está presente y palpable en la novela, su cultura, sus paisajes, de lo que vamos a hablar un poco luego sobre los paisajes. Quisiera saber si había algo de tu experiencia allá que solo el tiempo podía transformar para que lo hablaras tantos años luego. Alors, c'est une excellente question parce que pendant 10 ans, c'est la question que je me suis posée moi-même. Puisque j'ai essayé, juste après avoir quitté Kyoto, fin 2009, j'ai essayé désespérément d'écrire sur Kyoto et sur le Japon. C'est une expérience tellement forte et bouleversante qui a changé ma vie, que j'imaginais qu'immédiatement je parviendrais à écrire sur ce que j'avais vécu et à transformer l'émerveillement et l'étonnement en texte. Et en fait, je n'y suis pas parvenue pendant très longtemps. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une qui est conjoncturelle. C'est très intimidant d'écrire sur le Japon parce que tous ceux qui... Je ne sais pas si vous y êtes allé déjà, José, au Japon vous-même. No, no he tenido el placer, pero eso es una de las virtudes de la literatura. A través de tu libro siento que ya he estado por allá.
esa idea del viaje que tiene la literatura, pues poder viajar a través de ella, creo que tu libro Oui, bien sûr. lo Oui, logra oui. perfectamente. Donc je vous posais la question parce que tous ceux qui sont allés au Japon, ou presque, disent à peu près la même chose, que c'est un choc à plein de niveaux, un choc esthétique, un choc culturel, un choc, spirituel. Et je pense que j'étais extrêmement intimidée à l'idée d'écrire un texte qui ne soit pas à la hauteur, non pas du Japon bien sûr, mais de ce que j'avais ressenti. Je pensais que ce serait difficile d'exprimer le profond émerveillement que j'ai ressenti en arrivant à Kyoto. Mais en fait, c'est pas ça la vraie raison, je crois pas. Si je regarde mes textes, je me rends compte que j'écris, il me faut toujours beaucoup de temps pour métaboliser une expérience. Il m'a fallu 20 ans pour situer un roman en Bourgogne, 20 ans après l'avoir quitté, ou 15 ans. Et je crois que c'est parce que nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des sociologues, nous mûrissons en nous-mêmes un matériau complexe dans des profondeurs que nous n'arrivons même pas nous-mêmes à voir, qui ne sont pas des profondeurs où les choses s'expliquent, mais où elles se vivent, où elles se ressentent. Et il est donc normal qu'il faille tout ce temps pour que le matériau premier vienne à la lumière. Donc je n'ai écrit sur le Japon que lorsque j'ai suffisamment transformé l'expérience interne pour que ça puisse venir sur le papier. Et puis il y a une troisième raison qui tient aussi à ma personnalité d'auteur, c'est que tous mes romans sont très différents les uns des autres. Ils ont une forme en particulier très différente. Et tant que je ne trouve pas la bonne forme pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est impossible. Et pour écrire Une rose seule, il a donc fallu que j'ai envie d'un style plus court, plus resserré, d'une poésie plus brève, d'une concision, y compris dans la longueur du texte. J'ai eu envie d'écrire un texte court. Et c'est ça qui m'a permis de rendre compte de cette expérience où finalement le plus grand s'atteint avec la plus grande économie de moyens, où l'émotion vient d'objets ou d'expériences très épurés, très sobres. Voilà, une longue réponse à à votre question. Muy bien, y muchísimas gracias por la respuesta. Hablamos, o te comentaba que me parece que el Japón como tal es uno de los personajes, es un personaje más, un ente vivo durante toda la novela, algo que respira junto a los personajes. Es más que el medio en el que los personajes se mueven, sino el hecho de que tiene una presencia activa en lo que le está pasando a los personajes. Y algo que hay ahí que es un gran protagonista, son los paisajes del Japón. Si bien Rose, de la mano de Paul, que es el asistente de su difunto padre, quien está encargado de pasearla por los templos, sí contempla algo del Kioto urbano, del Kioto que le parece feo, ¿no? Con las luces de neón y todo esto, se presenta los principales rasgos de los templos y de la belleza como tal del Japón. Ahora, estos paisajes que son protagonistas de la novela y que describe de una forma tan magistral y con tanta profundidad, ¿has regresado alguna vez a estos paisajes o son como el recuerdo idealizado que tienes de tu estancia allá? Alors non, ils sont pour la plupart d'entre eux réels, c'est-à-dire que je voulais, au tout début, je voulais raconter, décrire l'itinéraire d'une femme dans la ville. C'était le seul point de départ du roman. J'avais vraiment, désespérément envie de parler de Kyoto et de faire revivre cette expérience de la ville elle-même. Et pour ça, je pensais que j'allais faire déambuler l'héroïne au travers des jardins des temples, dans les rues de la ville, là où j'ai vécu moi-même. Et donc,
j'ai vécu 2 ans en 2008 et en 2009, mais depuis, j'y suis retournée un nombre incalculable de fois, plusieurs fois par an, parfois. J'ai jamais perdu le contact avec la ville. J'ai pris énormément de photographies et donc j'ai travaillé à partir du matériau de mes souvenirs et des photographies de Kyoto. Et ce que je voulais, c'était restituer quelle avait été mon émotion à chaque fois, dans chaque lieu précis, qui est pour moi devenu un lieu de pèlerinage. À chaque fois que je retourne à Kyoto, il y a quelques temples et quelques endroits, quelques jardins de la ville où je vais comme en pèlerinage et où je me sens mieux que nulle part ailleurs dans le monde. C'est l'effet que ma alors, je parle du Japon, mais en réalité, j'y suis pas vraiment autorisée parce que je le connais mal. Ce que je connais bien, c'est Kyoto et dans Kyoto, un quartier en particulier ou en tout cas une zone en particulier, puisque Rose se promène dans un tout petit, territoire, mais qui est le territoire miraculeux de la beauté pure, de la spiritualité murmurante, de l'éblouissement permanent des sens et de l'esprit. Je n'ai jamais vécu ça, ailleurs. Muy bien, entonces es un escenario perfecto para lo que va a ocurrir con tu personaje principal o con tus personajes, esta transformación profunda que van a tener. Es una novela que está llena de mucha sabiduría también. Y el personaje de Rose, por ejemplo, y el de Paul también, que es que se convierte en su guía al principio y luego van desarrollando pues un vínculo mucho más estrecho, son personajes que están rotos de cierta forma. Es una novela más allá de las segundas oportunidades que nos da la vida, digamos, a veces, de buscar una segunda oportunidad. Son personajes que ya se han resignado a que van a vivir dentro de la tristeza el resto de su vida. No buscan una segunda oportunidad. Sin embargo, la vida les presenta una segunda oportunidad de manera intempestiva a ellos, ¿no? ¿Crees que toda persona que necesita esa segunda oportunidad para la felicidad tiene que pasar necesariamente por un viaje transformador? Je suis pas très forte en généralité, mais je pense que pour beaucoup d'êtres humains, c'est la grande affaire de leur vie que de conquérir, le droit d'être heureux, de réussir à surmonter ses blessures, d'être dans la vie et non pas dans la peine ou dans la souffrance. Heu, je me rends compte que souvent les personnages de mes romans sont des personnages blessés, meurtris et qui vont se trouver confrontés à un événement inattendu qui va les faire basculer vers la possibilité, peut-être pas du bonheur, mais en tout cas de plus de lumière. Au tout début, je savais que j'allais faire, que mon héroïne se baladerait dans la vigne de Kyoto, mais je savais aussi que c'était une femme qui aurait beaucoup souffert et que cette trajectoire dans la vigne serait une trajectoire de l'ombre vers la lumière. Et ce qui m'a toujours intéressée, pour répondre à votre question, José, ce qui m'a toujours intéressée, c'est les moments de basculement. C'est les moments où dans une vie, quelque chose bascule et change votre destin à jamais. Ils sont peu nombreux, en général, mais ils sont les moments où l'existence se transfigure et nous donne accès à son essence même. Des moments très, très intenses et très beaux. Et voilà, je voulais montrer comment cette femme allait basculer de l'ombre vers la lumière, allait conquérir une part d'elle-même totalement, enfouie. Muy bien, hablando de la sombra de la luz y hablando de esos momentos que son como relámpagos intempestivos que te pueden cambiar la vida, eh, también es una novela sobre, creo, algo que a lo que ningún ser humano puede salir indiferente, que es la muerte de los seres queridos. Es una novela también sobre el luto y sobre el duelo como tal, ¿no? Y eso es algo que inevitablemente nos cambia la vida cuando nos Mmh. ocurre a nosotros como personas, ¿no? Eh,
Sin embargo, por ejemplo, yo llevo 3 años viviendo en México y a mí en estos 3 años viviendo acá me ha cambiado mucho la percepción sobre la muerte, cómo acá en México se conmemora la muerte, se celebra la vida de la persona que se ha ido, ¿no? Es una forma, es una fiesta, saber que tuvimos la oportunidad de convivir con estas personas y eso se celebra cada noviembre, por ejemplo, en el Día de Muertos. Entonces, esa percepción sobre la muerte a mí me ha cambiado gracias a vivir aquí Mmh. en México desde hace 3 años. Yo quisiera saber si viviendo en Japón, a vos también te cambió la forma en la que se concebía la muerte o cómo la concebimos comúnmente, ¿no? Porque hablas casi al final de la novela de esta celebración que se conmemora allá precisamente para festejar a las personas que ya se han ido. Mmh. Y en la, Oui, y au en la, bon. y en la novela tenemos el caso, ¿no? Del papá de Ross, que aunque no conoció, lo está conociendo hasta después de la muerte, gracias a lo que puede ir a averiguar él. Y el caso de Paul, que también tiene lutus. Alors c'est une question, passionnante et profonde pour moi parce que ça fait un moment, que dans mes romans, il y a revenant sans cesse, sans que je fasse, quoi que ce soit pour ça, le thème de la vie des morts. Pas le thème de la mort en elle-même, comme il y avait dans mon premier roman où, un critique gastronomique était sur son lit de mort, mais le thème, qui concerne les vivants, de savoir comment on peut vivre avec ses morts. De quelle manière, on peut vivre non seulement avec l'idée qu'on va mourir soi-même, mais surtout avec la mort des êtres qu'on aime ou qu'on a aimés et qu'on aime toujours. Et je me rendant compte que la vie des morts, c'est nous, que la seule vie qui leur reste, c'est nous, je me suis, rendu compte à quel point cela comptait dans ma vie et que, j'étais, c'était une quête pour moi importante de comprendre ce que je devais vivre, avec mes morts. Alors j'ai exploré ce thème dans les romans précédents, en particulier dans l'avant-dernier, mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, je n'y avais pas pensé, c'est que peut-être en effet j'ai fait qu'une Française arrive au Japon et soit confrontée à la mort d'un père étranger, parce qu'il est vrai que vivant au Japon et étant très étrangère à la culture japonaise, parce que je n'en parle pas la langue, étant très extérieure, à un pays mystérieux, qui continue d'être, incroyablement mystérieux pour moi, j'ai tout de même ressenti, une certaine forme d'apaisement. Ce que vous dites sur, la fête des morts au Mexique trouve d'une certaine façon son équivalent dans la grande fête de Obon, au Japon, la fête des morts, où il y a où j'ai eu le sentiment que les Japonais ont une double relation à la mort. D'abord, ils sont convaincus de l'impermanence de toute chose et ils vivent avec ce sentiment d'impermanence chevillé au corps et à l'esprit. Ça fait partie de la spiritualité, bouddhiste, shintoïste, de l'esthétique japonaise, elle-même. Et puis, il y a dans ces fêtes-là une forme de joie et de partage que je ne connais pas ici, en Europe. Lors de Obon, lors du point culminant de Obon, on boit du saké, on se souvient de ces chers, disparus et c'était très précieux pour moi, en effet. Muy bien. Bueno, hablando de sake, hay mucho sake en tu novela. Da, da sed a veces Oui. leerla. Te quería hacer una pregunta más específica sobre una decisión estructural que tomaste en la novela, y es una pregunta que yo no quise indagar ni quise investigar, eh, porque quería que me la contestaras tú, ya que iba a tener la oportunidad de tener esta charla. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasa con la modernidad o la forma en que se lee ahora, es el hecho de que antes del Internet, por ejemplo, como yo leía en mi niñez o en mi adolescencia, yo leía algo y me tenía que quedar con lo que el autor me había dicho
quedarme con esa fantasía que el autor me había entregado o que la autora me había entregado. Ahora, cualquier duda que tengo sobre una lectura, sobre un contexto histórico, un personaje, me voy a la web y busco cosas complementarias y ahondo más en el libro. Pero entonces quería quedarme sin investigar esto y preguntártelo directamente. Y es una decisión estructural que hay en la novela. Y es el hecho de que antes de cada capítulo o previo a cada capítulo hay siempre una pequeña especie de parábola japonesa que detona lo que va a ocurrir en el capítulo, o el tono o el sentimiento que vamos a encontrar en el capítulo. Yo quería preguntarte si esas parábolas son una recopilación, existen o son realmente ficción e invención tuya. À votre avis, José, quelle est votre intuition? No, no lo sé, por eso no lo quise investigar. Tout est totalement inventé. J'ai inventé toutes ces petites paraboles. Alors voilà quelle a été l'idée de départ. La structure est pour moi aussi importante que le style. C'est-à-dire que ce qui va me permettre de parler d'un sujet en particulier, c'est pas l'histoire que je vais inventer, ça se fait très naturellement et très facilement, c'est la forme du texte et sa structure. Et comme la nature est très importante au Japon, et comme j'ai beaucoup aimé le rapport des Japonais à la nature, au jardin, aux fleurs, j'ai voulu que le livre soit divisé en 12 chapitres correspondant aux 12 mois de l'année et aux saisons, aux 4 saisons et au cycle des saisons. Et je souhaitais aussi que ce soit un livre sans explication, que ce soit un livre qui permette de suivre le cheminement de l'héroïne en sentant ce qu'elle ressentait et sans avoir besoin d'être bavard. Et il n'y a rien de mieux pour ça que d'inventer des petites histoires à la façon zen qui jettent des paradoxes sur le chemin de l'héroïne, qui posent des questions plus qu'elles ne répondent. Donc je me suis inspirée du peu que je sais du zen et j'ai inventé ces petites légendes japonaises ou chinoises qui à chaque fois mettent en scène les défis que l'héroïne va devoir relever pour pouvoir vivre. Elle va devoir prendre des risques. On ne peut pas vivre sans prendre un certain nombre de risques, et pour elle, ça va être le risque de donner, d'échouer, de faire un pas de côté, de changer, d'aimer. Voilà. Et donc, j'ai absolument tout inventé. J'ai utilisé quelques personnages réels de l'histoire japonaise ou chinoise. Il y a un maître de thé qui a réellement existé, des peintres ou des poètes, mais tout est parfaitement inventé et c'était délicieux à faire. Wow, me imagino que fue un ejercicio bastante, un reto, pero a la vez un juego muy placentero para ti. Y de verdad, logras Oui. con eso obtener uno de los méritos más grandes que tiene un autor, que es engañar al lector, creo. Pero mira, ahora que hablabas de las flores tienen presencia enorme en la novela, desde su título, desde el nombre de la protagonista, las flores están presentes en todos los capítulos, la profesión de Rose es botánica, la novela en sí se puede leer como una metáfora del florecimiento. Entonces yo te quería preguntar si tú tenías interés desde antes en las flores, en en los diferentes tipos de flores, porque se ve que dentro de la novela hay una investigación botánica también como tal. Pero este conocimiento botánico, ¿lo tenías previo a la novela? ¿Era algo que siempre te interesaron las flores o era algo que decidiste comenzar a indagar en ello para poder escribir la novela? Alors, non, j'ai fait aucune recherche, mais parce que mon amour des fleurs est très ancien. Déjà dans mon deuxième roman, il y avait des camélias qui scandaient le récit.
et qui jouait un rôle important à la fois dans le goût des personnages et dans la métaphore de leur transformation, comme vous l'avez très bien dit. Donc j'adore les fleurs depuis très longtemps. Quand on a vécu au Japon, et d'ailleurs ensuite j'ai vécu aux Pays-Bas, et les deux pays ont un point commun, quand on y a vécu, on est passionné par l'art floral. D'abord par la beauté des jardins, ensuite au Japon, j'ai été fascinée par l'ikebana, par l'art des bouquets floraux et végétaux. Et en réalité, si j'ai voulu mettre beaucoup de fleurs dans ce roman, c'est parce que pour moi, la fleur symbolise le territoire parfait, l'intersection parfaite entre la nature et l'art. C'est-à-dire que c'est ce que la nature produit spontanément de plus artistique. Une fleur, c'est déjà une œuvre d'art en soi. Et ce que j'ai trouvé au Japon et en Asie, c'est une conception de l'art beaucoup plus proche de mon cœur que la conception occidentale de l'art. Parce que pour les Japonais en particulier, l'art est une sorte d'émanation de la nature, et la nature réinterprétée au prisme de nous-mêmes, alors que les Occidentaux ont l'habitude de considérer que la nature est devant eux, que c'est un objet de contemplation et non pas un milieu naturel dans lequel ils vivent, par quoi ils sont traversés, et qui donc fait que ils ne sont pas des esprits dominants, cette nature, mais des parts mouvantes de ce grand ensemble dont ils témoignent. Voilà, donc je savais pour cette raison qu'il y aurait beaucoup de fleurs dans le roman, et elles permettent des métaphores infinies, en plus de permettre une écriture particulière, parce que décrire une fleur impose un style et une écriture très, à la fois très sobre, délicate. Il faut essayer d'avoir cette délicatesse qui va merveilleusement bien avec mon expérience japonaise. Muy bien. Algo que me llama la atención a nivel de autor, como autor también, como colega tuyo, es que has dicho en algunas entrevistas que este libro es el primero que sentiste la necesidad como tal de escribirlo, ¿no? Que tenías que escribir esta historia, tenías que escribir este libro. Entonces, yo creo que eso afecta mucho el proceso creativo, la forma en que se narra una novela. ¿En qué se diferencia la escritura de este libro o el proceso creativo de este libro con tus libros anteriores, por ejemplo? Alors, c'est amusant parce qu'on m'a dit que j'avais dit ça à quelques reprises. On m'a dit la même chose que vous, mais j'ai pas du tout le souvenir d'avoir dit ça, du tout. Parfois, on se fait mal comprendre, et puis ensuite, ça tourne. Non, j'ai toujours écrit tous mes livres avec un profond désir de le faire et une sensation de nécessité. Les textes que j'ai écrits et qui ne me paraissaient pas vitaux pour moi, ils ont tous fini dans la poubelle. Mais la grande différence au fil du temps, et qui je crois s'incarne particulièrement avec celui-ci, c'est que ça devient plus réfléchi. Ce qui d'ailleurs pose le problème de la spontanéité, de garder une forme d'innocence et de spontanéité tout en mûrissant l'écriture. Je réfléchis maintenant à la manière dont je veux écrire. Pendant longtemps, je pensais que ce serait un obstacle à l'authenticité du texte, à son naturel. Et maintenant, je sais que ce n'est pas le cas, et que ma réflexion sur la forme que je veux donner au texte fait partie désormais de la maturité de l'écriture. Je ne parle pas du résultat, hein, je parle de l'intention première. Donc ce livre-ci en particulier, j'ai eu l'impression de l'écrire en plus grande conscience de ce que j'étais en train de faire. Et ce qui n'empêche pas, et ça c'est merveilleux de le découvrir, ce qui n'empêche pas d'être totalement surpris aussi par ce qui surgit dans l'écriture. Claro. Bueno,
es como hemos hablado hasta ahora, es una novela que toca temas muy diversos, de una manera, como te digo, con mucha sabiduría, una prosa excelente, un lirismo bastante presente. Y te quería preguntar por el uso del lenguaje como tal, porque es una novela que es muy poética y a la vez es una novela que a través de este lirismo y esta poesía en la que está impregnada cada página, no solo lo que nos está contando, sino de la forma que nos lo está contando, eh, este lenguaje fue seleccionado de manera intencional para tratar la novela de esta forma? Oui, la question, comme vous le savez, José, la question du choix est toujours délicate parce qu'à la fois, on a une intention, enfin, je crois que ça fonctionne pour vous aussi, mais vous allez me dire, on a une intention et une vision assez forte de ce que va être le texte, et en même temps, on ne contrôle pas grand-chose. Enfin, on a vraiment du mal à maîtriser les choses. Donc, oui, j'avais l'intention délibérée d'écrire un texte à la fois poétique mais sobre. Mes précédents romans étaient très lyriques, très foisonnants, et je savais que je n'avais plus du tout envie de ça. Et j'ai l'impression, avec les années, mais on va voir avec le prochain roman, j'ai l'impression, et là aussi je serais intéressée par votre propre ressenti, j'ai l'impression que je comprends mieux ce que je fais, que je suis plus consciente du processus d'écriture en train de se faire, et que ça apporte, et que je gagne en maîtrise. Je ne suis plus, je ne suis plus dépendante d'une plume que je ne contrôle pas et qui, certains bons jours, fait advenir de bonnes choses, et d'autres fois, j'arrive à être plus consciente. Et vous? No, sin duda también. Luego de ya algunas novelas que he escrito y he publicado, pienso que cada vez tiendo menos a la exuberancia y al ornamento gratuito en el lenguaje, y Mm, más a la concisión, más al tema de la economía de las mm, palabras. Para decir cosas grandes no se necesitan grandes palabras, ¿no? Entonces, sí creo que de cierta forma siempre vamos evolucionando, eh oui. pero también creo que cada novela tiene sus propias necesidades y que se las pide al autor, ¿no? Cada novela, cada historia Oui, que uno quiere contar, le pide al autor de qué forma quiere ser contada, y absolument. cuando uno encuentra ese tono que es una de las búsquedas más grandes al momento de escribir una novela, de qué forma la quiero narrar, en qué tono la Bien quiero sûr. narrar, creo que ese es uno de los momentos más felices previos al proceso creativo de sentarse a escribir en la computadora o en el papel o en lo que escriba cada autor con sus rituales. Pero sí pienso que uno como autor no puede ser indiferente al paso de los años. No hay no puede seguir un molde, siempre se va cambiando y se va aprendiendo. Pasa en la escritura como pasa en la vida también. No somos nunca la misma persona de hace 10 años, como creo que no podemos ser los mismos autores de hace 10 años, ¿no? Todo lo que nos afecte en la vida eventualmente va a afectar también nuestro ritmo y forma de escritura, creo yo. Mais j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Bon, effectivement, chaque roman impose sa propre forme et son propre rythme, ce que l'industrie du livre déteste, parce qu'on nous demande toujours de refaire la même chose, et en particulier ce qui a bien marché. Par ailleurs, souvent, on me pose, on vous pose aussi, j'imagine, des questions sur l'histoire, qui est en réalité la part, non pas la plus facile, mais presque la plus anecdotique du travail, puisque l'histoire est là, elle est en nous, elle fait partie de notre chair. Et ce qu'il faut, c'est trouver la bonne forme pour pouvoir l'exprimer. Et je suis d'accord avec vous, j'ai l'impression que, mais peut-être je serai démentie par un prochain roman, j'ai l'impression qu'en mûrissant, les auteurs vont en général vers plus de sobriété.
Il y a un grand écrivain sud-américain, mais je ne sais plus lequel, je n'ai pas retrouvé cette citation, qui a dit un jour que devenir écrivain, c'était savoir renoncer aux belles phrases. Et quand j'étais jeune, j'étais scandalisée par cette idée. Je pensais que la langue française était une langue si extraordinaire qu'il fallait tout utiliser le plus possible, puiser dans ce vivier incroyable. Et avec le temps, j'ai envie de plus de brièveté. Oui. Muy bien, Miguel. Mira, tu novela, como ya hemos hablado, pues toca temas como la búsqueda, temas, la búsqueda de la felicidad, ¿no? El autoaislamiento también, los paisajes interiores, la muerte, que ya hablamos de ella. Eh, pero todos estos conceptos, por ejemplo, han cambiado para millones de personas en los últimos 2 años. El hecho del paisaje interior, el hecho del autoaislamiento, de la muerte misma, del duelo, ha cambiado para millones de personas en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo crees tú, Muriel, que tu libro conecta con este nuevo mundo? ¿Cómo puede conectar tu libro con este nuevo mundo que se ha replanteado todos estos conceptos que están presentes en tu libro, que tengo entendido fue escrito antes de la pandemia? Alors oui, il a été écrit avant et pendant le premier confinement en France, je faisais les dernières corrections du texte. Donc, il a été écrit avant les grands événements qui nous ont touchés. Je ne sais pas encore quel impact tout ceci va avoir sur moi comme auteur. J'ai toujours pensé que, bon, d'abord, ma vie n'a pas beaucoup changé, puisque j'ai la chance de pouvoir écrire à plein temps. Et comme vous savez, les écrivains sont des moines ou des nonnes consignés dans une pièce solitaire et qui finalement vivent un confinement permanent, mais consenti. Donc, peu de choses ont changé pour moi et j'ai la chance en plus d'habiter à la campagne, loin de la ville, et donc d'avoir vécu la pandémie dans des circonstances très, très privilégiées. Euh, de quelle façon les événements de notre époque infusent en nous, auteurs, et se transforment ensuite en texte, ça reste pour moi un mystère. Je résiste toujours à l'idée que l'écrivain doit être un témoin et un porte-parole de son temps. J'ai au contraire l'impression que ce qui est grand dans la littérature, c'est qu'elle fait le lien entre le passé et le futur et qu'elle n'est pas condamnée au présent. Donc, en réalité, je ne sais pas vous répondre encore. Claro, son eventos que están en marcha y no sabemos cuáles serán las consecuencias finales Oui. de todo esto. Esperemos que sean las menos nocivas para el mundo entero. Mira, Muriel, hablabas hace poco de la industria editorial y de cómo la industria editorial a veces odia cuando un escritor cambia de registro o cambia a veces de temática, porque ya tiene un público o una base de lectores que espera algo de ese autor, digamos. En tu caso, por ejemplo, que has conseguido miles de lectores a través de La elegancia del erizo, eh, ¿qué le dirías a los lectores que, por ejemplo, piensan encontrarse algo similar a La elegancia del erizo al comprar este libro, a leer una rosa sola? Et mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Je crois que ce que je peux dire de plus général et en même temps de plus fort pour moi, c'est que je ne connais pas de bons textes qui ne s'écrivent pas hors de sa zone de confort. Si l'on reste dans sa zone de confort, il y a très peu de chances qu'on arrive à écrire quelque chose de vraiment intéressant. Je ne dis pas réussi, parce que ça, c'est encore un autre Graal, mais quelque chose d'intéressant. Donc, il faut résister à cette pression et à cette demande. Moi, j'adore lire des romans policiers, des séries qui se suivent et où
sans arrêt la même recette par des auteurs talentueux et j'en redemande encore. Mais comme auteur, je ne peux pas fonctionner comme ça. Si je veux que quelque chose d'intéressant et d'authentique se produise dans l'écriture, il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'explore un nouveau territoire et que je résiste à cette pression-là. Perfecto. Entonces, con eso como respuesta podríamos esperar que de hecho tu próximo libro, tu próxima novela, tome distancia de los temas que tocas en Una Rosa Sola, que tome distancia del Japón, que busque no solo otros temas, sino otras formas estructurales de narrar, otros tipos de lenguaje. ¿Podemos esperar siempre esa reinvención de tu parte? ¿Es algo que te interesa como autora? Bueno, más o menos me has respondido que sí es algo que sí es una búsqueda que te interesa, pero sin decir necesariamente si estás trabajando en un libro en este Oui, momento, es algo que sí haría. oui, oui, absolument. Je suis déjà engagée dans l'écriture du prochain roman. Ça commence à s'étoffer un peu. Et d'ailleurs, c'est un roman qui sera lié à celui-ci, parce qu'on va retrouver des personnages de Une rose seule dans le prochain roman. Et je suis en train de me débattre avec la seule chose intéressante, évidemment la chose la plus difficile, qui rend mes matinées d'écriture compliquées, avec la forme du texte. Parce que j'ai en tête une forme très particulière, là encore, qui sera différente de celle d'une rose seule, qui continue d'entendre la leçon de la sobriété et de l'épure du Japon. Et c'est très, très complexe à écrire parce que, en réalité, ce qui est le plus difficile, c'est la simplicité. Et voilà, j'espère que je vais réussir à aller dans ce sens, oui. Pour l'instant, je suis perplexe. Muy bien, qué bien que nos das esa información, no sé si es primera vez que lo cuentas, que va a haber personajes de Una Rosa Sola en tu nuevo libro. A mí en lo personal siempre me ha interesado cuando un escritor da esta suerte de universo que se interconecta en diferentes obras sin necesariamente ser la misma historia como tal, ¿no? Y es maravilloso también cuando lo plantea desde una forma distinta de narrar Mmh. y no replicando un molde que ya resultó exitoso, digamos. A mí me gusta de los autores cuando en vez de sentirse cómodos con un molde, sienten que han agotado ese estilo, sienten que han agotado esos recursos y pasan a hacer algo más, a intentar sorprender, ¿no? La literatura es tan vasta y hay tantas formas y es tan infinita Oui. que pienso en ella como en una cantera gigantesca en la que uno no puede Oui, centrarse. absolument. Eh, Mire, me dicen que nos quedan menos de 10 minutitos para irnos despidiendo, pero no quisiera despedirme sin antes, por ejemplo, comentarte que cuando le hablaba a algunos amigos, algunas amigas que iba a tener la oportunidad de tener esta conversación contigo, estaban muy emocionados y algunas muy envidiosos porque admiran mucho tu escritura. Tenés muchos lectores acá en México, estás publicada con el sello Seix Barral, que es uno de los más importantes de la lengua española. Entonces yo quisiera tal vez que nos dejaras con un mensaje para tus lectores y tus lectoras mexicanas. Eh, por ejemplo, si tuvieras que venderle a México, si tú tuvieras que escribir la contraportada de tu propia novela, eh, cómo se la explicarías a nuestros amigos lectores mexicanos? Mais la même chose qu'à tous les lecteurs du monde entier, que j'espère que ces mots écrits dans un bureau français pour raconter un émerveillement japonais sauront toucher des cœurs mexicains. Je suis Quand j'ai commencé à voyager pour mes livres, j'ai été émerveillée de me rendre compte qu'ils pouvaient, par-delà les cultures et les frontières, parler à d'autres êtres humains au parcours très différent du mien, vivant dans des mondes culturellement, politiquement, socialement, radicalement différents. Alors en plus, j'ajoute que
Je suis venue donc au Mexique il y a 5 ans, je crois, à Guadalajara, et je n'ai qu'une envie, c'est revenir, parce que j'ai ressenti la chaleur de l'accueil et aussi le murmure de cette très ancienne culture que je n'ai absolument pas eu le temps d'explorer. Mais les rencontres que j'ai faites avec des Mexicaines et des Mexicains ont été inestimables sur le plan humain. Donc, j'espère que les ponts entre nous continueront d'être actifs. Bueno, Miguel, yo no soy mexicano, pero creo que hablo en nombre de México al decir que sería un placer volver a tenerte por acá. Como dije al principio, esperemos que sea más pronto que tarde. Eh, No me queda más que despedirme, agradecerte por esta charla tan interesante, aleccionadora que hemos tenido acerca de varios temas, sobre tu novela, sobre los procesos creativos, sobre las formas y distintas pieles que usan los escritores, sobre la concepción de la muerte. Bueno, creo que en 50 minutos, pues al menos hemos abarcado la punta del iceberg de esta novela tan hermosa que has construido, por la que te agradezco como lector, y estoy seguro que quienes se acerquen a ella te agradecerán también. Y no me queda más que agradecer también al grupo editorial Planeta y a la FIL Guadalajara por ser nuestros anfitriones en esta ocasión. Te agradezco mucho y por supuesto a las personas que se han conectado y han visto la charla. Un grand merci à vous, José. J'espère vous lire bientôt en français. J'y compte bien. Et puis, un grand merci à à ma très chère maison d'édition espagnole, Sexparal, avec une éditrice exceptionnelle. Así es. Muchas gracias. Hasta pronto, esperemos. Merci beaucoup. À bientôt.